Le gouvernement Assad est tombé. Selon toutes les sources, y compris les Russes, la guerre civile en Syrie a radicalement changé avec la fuite de Bachar al-Assad, qui n'est clairement plus dans le pays. Damas est tombé aux mains de ceux qu'on appelle les rebelles ou les terroristes, qui, selon les listes officielles de terroristes des États-Unis, contrôlent désormais de vastes portions de la Syrie. C'est un changement très significatif, quelque chose qui ne s'était pas produit depuis le début de la guerre civile en 2011. Il est difficile de comprendre comment cela s'est produit si rapidement. Si ce n'est par analogie avec la façon dont l'Afghanistan est retombé aux mains des talibans, une fois que le régime soutenu par les États-Unis à Kaboul a perdu son protecteur militaire, et que les forces de défense afghanes qui avaient été constituées à l'époque se sont alors presque effondrées. Et c'est quelque chose que John Whitbeck, un avocat international à Paris, a souligné dans quelques emails qu'il envoyait. Vraiment, la seule chose que cela nous indique, par la rapidité et le caractère dramatique de la situation, c'est que nous ne pouvons qu'en déduire que la situation réelle sur le terrain, en Syrie, où l'état des forces syriennes, était bien pire que ce que beaucoup de commentateurs et d'observateurs croyaient jusqu'à présent. C'était plus ou moins le soutien de l'Iran et de manière significative de la Russie qui maintenait le régime d'Assad au pouvoir, mais l'armée syrienne elle-même avait été vidée de sa substance ou était complètement démotivée et n'avait aucune raison de continuer à se battre et à défendre les personnes au pouvoir. Dans ce cas, cela a dû être une décision stratégique de la Russie, peut-être aussi de l'Iran, mais probablement surtout de la Russie, de ne pas essayer de combattre l'inévitable, car je dois le dire, le grand paiement Brian Baletic du New Atlas souligne que ce qui se passe actuellement ressemble beaucoup à un effort concerté pour exercer une pression non pas tant sur la Syrie en tant que cible principale, mais sur la Russie, sur la Fédération de Russie, pour accomplir quelque chose qu'un rapport de la Rand Corporation de 2019 a exposé, à savoir, bien sûr, l'effondrement de la Fédération de Russie, en exerçant une pression sur toutes les zones où elle est impliquée. La Syrie est un point important. Nous voyons également en ce moment comment en Géorgie, il y a un effort concerté pour exercer une pression en vue d'un changement de régime qui conduirait finalement à ce que la Géorgie devienne un ennemi de la Russie. Et bien que le gouvernement actuel du rêve géorgien soit tout sauf un ami de la Russie, il sert essentiellement de tampon dans le Caucase et essaie d'éviter une escalade avec la Russie. Et c'est bien sûr tout ce que la faction néoconservatrice à Washington veut changer. Mettre la pression sur Bachar al-Assad, sur la Syrie, est un autre mouvement stratégique qui, bien qu'il semble maintenant très clair, est venu de la Russie, avant tout de la Turquie. Mais c'est là que nous devons vraiment nous rappeler que la Turquie est un allié stratégique de tout le monde et avant tout d'elle-même. Dans ce cas, il semble qu'Erdogan ait fait un pari qui semble très bien fonctionner pour lui. Played a gamble that seems to be working out very well for him, and this is something that was pointed out by Professor Mohammad. Et c'est quelque chose qui a été souligné par le professeur Mohammad Marandi dans une merveilleuse conférence sur la chaîne India in Global Left par Chotisman Muhidir, qui était déjà passé dans cette émission Neutrality Studies. Je vous encourage à la regarder. L'interview qu'il a réalisée avec Mohammad Marandi a déjà 1 ou 2 jours, et les informations sont déjà dépassées. Mais la perspective stratégique que présente Mohammad Marandi reste, je crois, toujours valable. C'est avant tout une grande victoire pour Erdogan de Turquie et pour Netanyahou d'Israël. C'est une situation gagnant-gagnant, car une épine dans le dos de chacun d'eux a maintenant été retirée.
out. And just to reiterate this again, Et juste pour réitérer cela encore une fois, la personne maintenant en charge de vastes portions de la Syrie, essentiellement tout ce que vous pouvez voir ici en vert. Permettez-moi également de préciser à nouveau que Brian Berletic souligne correctement que l'utilisation de ces cartes et de ces informations accorde indûment beaucoup de crédit à l'espace d'information créé par les États-Unis et leurs alliés, et par un certain groupe et une certaine narration. Mais c'est la meilleure ou la plus récente information disponible. Et cela semble être ce que c'est. Il y avait autrefois une zone rouge entière, contrôlée par le régime d'Assad. Même le choix des couleurs est très révélateur des penchants idéologiques de ces personnes. Que les rebelles sont verts, symbolisant bien sûr quelque chose de bon, quelque chose que vous voulez soutenir, et le rouge symbolisant toujours ce contre quoi vous voulez vous battre. And red always symbolizing what you want to fight against, who the evil, the baddies are always the red ones. Les méchants sont toujours les rouges, n'est-ce pas? Et les jaunes étant quelque chose de plutôt neutre et différent. Et bien sûr, la zone jaune, c'est la zone contrôlée par les Kurdes, avec les États-Unis. C'est là que les États-Unis sont également basés, où les États-Unis ont la plupart de leurs 900 à 1000 soldats. Et c'est là que les États-Unis pillent actuellement les réserves de pétrole syriennes, ou ont pillé les réserves de pétrole syriennes pendant au moins les 7, 8, 9 dernières années. La zone verte est maintenant la zone contrôlée par ces rebelles. Et encore, rebelles, entre guillemets. C'est contrôlé par cet homme ici, le chef de ce groupe HTS, qui a récemment été interviewé par CNN. Comment CNN a réussi cela est un mystère pour moi, bien que cela soit très révélateur du niveau de préparation qu'il y avait pour ce type d'opération très rapide, large et rapide, qui en 2 semaines a vu un renversement complet et finalement un changement de régime que les États-Unis visaient en Syrie depuis 12 ans. Dans cette interview exclusive, le gars Jolani de Hayat Tahrir al-Sham, mes excuses. My apologies. So he's called Jolani, and he is heading Il s'appelle Jolani et il dirige le HTS, Hayat Tahrir al-Sham. Il faut souligner que ce Hayat Tahrir al-Sham figure officiellement sur la liste des organisations terroristes étrangères du département d'État des États-Unis. C'est bien ici, HTS, Tahrir al-Sham, et c'est le groupe qui a été soutenu par la Turquie, et on peut en déduire avec l'accord tacite de l'OTAN et des États-Unis. C'est ce que CNN et d'autres médias occidentaux, y compris The Guardian et ainsi de suite, appellent les rebelles. Ici encore, les rebelles syriens. Les seuls qui parlent de terroristes sont en fait les Russes sur Russia Today. Ils continuent de se référer à ce groupe comme des terroristes, mais tous les médias occidentaux les désignent de manière neutre comme des rebelles. Rebels, and it is although we have already seen videos coming out from Aleppo where these rebels have... Bien que nous ayons déjà vu des vidéos provenant d'Alep où ces rebelles décapitent, coupant la tête des personnes liées aux forces de l'armée syrienne. C'est quelque chose que d'autres sources à moi disent s'attendre à voir augmenter, surtout contre la faction minoritaire alawite ou groupe religieux. Le groupe religieux alawite est un groupe musulman minoritaire dont est issu Bachar al-Assad. Et ils ont été à plusieurs reprises qualifiés de traîtres de la foi par ce groupe terroriste. Le sort de ces personnes est maintenant vraiment en suspens et il est difficile de prédire ce qui va se passer ensuite. Les médias américains et occidentaux s'efforcent de montrer qu'il y aura une transition ordonnée du pouvoir et que l'actuel Premier ministre de la Syrie est en contact avec ces groupes et qu'il s'efforce d'obtenir une transition pacifique. With these groups and that they're striving for a peaceful transition, and of course in these interviews and so on, this rebel leader... Et bien sûr, dans ces interviews et ainsi de suite, ces chefs rebelles ont déclaré qu'ils voulaient être les représentants des Syriens plus âgés et qu'il y aurait un avenir démocratique, etc. Mais honnêtement, il est difficile de croire qu'une telle chose se produira. Apparemment, ce groupe extrémiste spécifique est même prêt à conclure un accord avec Israël
et envisage apparemment de poursuivre son assaut au Liban. Car, n'oublions pas, le Liban est juste à côté, et le Hezbollah, qui a soutenu le régime d'Assad, pourrait être le prochain sur la liste des cibles. Les Israéliens travaillent déjà sur des campagnes de bombardement pendant que nous parlons. Are now already working on bombing campaigns as we are speaking. There have been updates here that Il y a eu des mises à jour ici, selon lesquelles des avions israéliens ont lancé des raids sur l'aéroport militaire de Metz et d'autres zones dans la campagne de Daraa et Kunitra. Les avions israéliens ont ciblé le bataillon de l'armée dans la ville nouvellement libérée. Je suis désolé, je ne sais pas comment prononcer le nom de cette ville. Et l'avion survole toujours la zone. Donc, bien que les Israéliens aient également annoncé qu'ils n'entreraient pas en Syrie, ils ont déjà mené de grandes campagnes militaires juste à l'extérieur de la zone des hauteurs du Golan occupée. Et encore une fois, c'est plutôt important, n'est-ce pas? Depuis 50 ans, Israël occupe cette partie de la Syrie, le plateau du Golan. Il l'a annexé. Donald Trump, lors de son dernier mandat, a reconnu ce territoire comme faisant partie d'Israël. Et bien que la communauté internationale ait rejeté sans équivoque ces revendications et considère toujours le plateau du Golan comme faisant partie de la Syrie, c'est un point stratégique élevé qu'Israël essaie de défendre et de fortifier davantage. Il est maintenant évident qu'Israël utilise le tumulte en Syrie comme excuse pour intensifier les bombardements et affaiblir davantage les groupes à l'intérieur de la Syrie qu'il perçoit comme une menace. Groups inside Syria that it perceives as a threat, and it wouldn't surprise me if there finally also were boots on the ground. Et cela ne me surprendrait pas s'il y avait finalement des troupes au sol pour créer une zone tampon encore plus grande, ou annexer encore plus de territoire, car Israël est également maître dans l'art de ne pas laisser une bonne catastrophe se perdre pour renforcer ses revendications territoriales. C'est pourquoi le Liban doit maintenant être sous une pression extrême, car il est essentiellement entouré par deux groupes hostiles à toutes ses frontières. Il est important de noter que cette nouvelle situation crée certains problèmes stratégiques, notamment pour les États-Unis, car ces groupes ici, les terroristes, les rebelles, sont clairement soutenus par la Turquie, qui à ce stade nie toujours avoir quoi que ce soit à voir avec ces derniers développements. Bien qu'elle ait accepté de faire partie du processus d'Astana pour discuter avec la Russie et l'Iran de l'avenir de la Syrie, il semble maintenant que cela prendra probablement une forme différente alors que les forces alliées de la Russie et de l'Iran, avec M. al-Assad, sont maintenant hors du pays. Iran, Mr. al-Assad, is now outside of the country, and at the moment nobody knows where exactly he is, but there's really only... Et pour le moment, personne ne sait exactement où il se trouve, mais il n'y a vraiment que deux endroits où il pourrait être. Ce sera soit la Russie, soit l'Iran. En regardant la situation, il est plus probable qu'il apparaisse quelque part en Iran. Mais nous ne le savons pas encore. C'est un mystère où il est. Actuellement, il semble qu'il n'y ait plus de contrôle pour l'ancien régime à Damas, et l'Occident s'en réjouit vraiment. La joie avec laquelle il est rapporté que le régime d'al-Assad a été évincé est très révélatrice. C'est quelque chose vers quoi Washington travaille depuis plus d'une décennie maintenant. Et encore une fois, pour revenir à notre point de départ, ce qui est vraiment devenu clair, c'est que les forces syriennes étaient extrêmement faibles et qu'il devait s'agir d'une décision stratégique de la Russie de ne pas mener cette guerre et de ne pas mourir sur cette colline. Alors que la guerre en Ukraine, qui est bien plus importante pour les Russes, est bien sûr en voie d'être gagnée par la Russie, Moscou a probablement dû faire ce calcul stratégique de ne pas essayer de surinvestir dans ce théâtre. Après tout, ce qui en ressortira est une question de conjecture. Et je pense que les États-Unis devraient être le premier de tous les pays à comprendre les dangers de donner du pouvoir à un groupe terroriste. Of empowering a terrorist group.
Parce que si ce groupe terroriste prend le contrôle d'un pays, disons, appelons ce pays, juste pour un instant, l'Afghanistan, et appelons le groupe terroriste les talibans qui combattaient l'Union soviétique, et que vous avez soutenu avec toutes ces armes, parce que l'ennemi de votre ennemi est votre ami. S'il y a une réflexion stratégique similaire ici, bien que cela soit passé par la Turquie, alors le danger, et ce qui peut en découler, serait imminent. En dehors du fait que ce groupe, le THS, est tout sauf un front uni. Il est divisé en différents groupes et qui a le commandement stratégique sur tous. Et s'il y a un commandement stratégique, c'est à deviner. De plus, si l'influence de la Turquie sur eux est toujours ce qu'elle était, cela reste également en question. Ce ne sont pas des forces organisées. Ce ne sont pas des forces militaires intégrées de la manière dont les forces américaines, russes ou même iraniennes le sont, sous une chaîne de commandement et des structures très claires. Ce sont des groupes paramilitaires qui coopèrent et qui sont maintenant en charge d'une vaste étendue de territoire. Ce qui signifie également qu'ils ne sont pas partout et que tout n'est pas surveillé. Par conséquent, c'est toujours une poudrière. Bien que nous voyons maintenant en Occident ces images de personnes apparemment en train de célébrer et d'être heureuses, ce qui attend les personnes qui sont maintenant sous l'emprise de ce régime est une question ouverte. Et ce, sur quoi nous pouvons parier, c'est que si ces champions de l'Occident collectif vont mettre en œuvre des lois et des punitions draconiennes, alors nous n'entendrons plus parler d'eux dans ces mêmes médias grand public. L'Occident considère certainement, et à coup sûr, cela comme une victoire stratégique, bien que je sois assez sûr que du point de vue russe, cela va être un retrait tactique d'un théâtre qui n'est pas sans importance. N'oublions pas que c'était le seul port en eau chaude auquel la marine russe avait accès en dehors des ports qu'elle contrôle immédiatement en Crimée, etc. Donc, nous ne savons pas si les Russes se sont déjà retirés. Cela n'a probablement pas encore eu lieu. Mais il est peu probable que la présence militaire de la Russie en Syrie se poursuive dans ce scénario modifié. Bien que la Turquie, le rôle de la Turquie et le fait que la Turquie ait également collaboré avec la Russie dans une certaine mesure, le fait que la Turquie essaie de devenir un État partenaire des BRICS et le rôle de la Turquie en ce qui concerne la Crimée et la pression que la Russie peut encore exercer sur elle, décideront également de quelque chose. Mais il y a une rivalité en cours, très claire, entre Erdogan et M. Poutine. Maintenant, tout ne se résume pas simplement aux personnalités, bien que cela ait un impact. Mais le tableau au Moyen-Orient a changé, malheureusement, surtout pour les Palestiniens. Cela n'a pas changé pour le mieux. Il y a maintenant encore moins de pression sur Israël pour arrêter le génocide à Gaza. Les Iraniens sont plus isolés que jamais. C'est avant tout aussi une défaite tactique stratégique pour l'Iran. Et j'ai des amis qui observent la région depuis des décennies, qui me disent qu'ils croient toujours que c'est une étape supplémentaire vers une guerre avec l'Iran, car maintenant tous ses alliés dans la région ont été soit affaiblis, soit éliminés. Le régime d'Assad a disparu. Le Hezbollah a été sévèrement affaibli. Le Hamas lutte pour sa survie à Gaza. Les Palestiniens sont en train d'être éradiqués. Donc Israël semble être sur une lancée stratégique ici. Cependant, il faut le dire encore, ce sont des forces islamiques. Je veux dire, ce front est le successeur d'Al-Qaïda. J'ai du mal à comprendre comment ce groupe terroriste veut conclure un accord avec Israël. Je ne peux vraiment pas y croire. Et je vais essayer de trouver quelqu'un pour m'expliquer cela, ou qui comprend beaucoup mieux cette dynamique. Une chose est claire cependant, c'est que la dynamique du pouvoir en Syrie est en train de changer. Pas pour le mieux.
Je ne m'attends pas à plus de stabilité, car encore une fois, la stabilité n'est pas dans l'intérêt ni d'Israël ni des États-Unis. Un flux continu de chaos est ce qui sert le mieux les intérêts actuels, car tant que tout le monde est divisé, instable et se bat entre eux, c'est le meilleur environnement pour que les intérêts occidentaux, américains et israéliens dans la région prospèrent réellement, car une Asie occidentale unie est une menace pour les intérêts américains. Nous continuons à observer ce qui va se passer, mais il me semble peu probable que nous entendions beaucoup plus du régime Assad et qu'il s'agisse plutôt des Russes et des Iraniens qui vont maintenant gérer un équilibre des pouvoirs modifié au Moyen-Orient. Cette sera Thank you for your attention.